Alors, comment abordez-vous la peur? La percevez-vous sans aucune distorsion, sans réaction de fuite, de suppression, d'explication ou même d'analyse? La plupart d'entre nous ont peur d'une chose ou de beaucoup de choses. Vous pouvez avoir peur de votre femme ou de votre mari, avoir peur de perdre votre travail, peur de n'avoir aucune sécurité dans votre vieillesse, peur de l'opinion publique, ce qui est la forme la plus stupide de peur, avoir peur de beaucoup de choses, de l'obscurité, de la mort, etc. Nous n'allons pas, maintenant, examiner ensemble ce qui nous fait peur, mais ce qu'est la peur elle-même. Nous ne parlons pas des sujets de peur, mais de la nature de la peur, de sa façon de surgir et de votre façon de l'aborder. Y a-t-il une motivation derrière notre approche du problème de la peur? On a bien évidemment un mobile, celui de le dépasser, de le supprimer, de l'éviter, de ne pas s'en occuper. Et pendant la plus grande partie de notre vie, nous avons eu l'habitude de la peur. On la tolère donc. S'il y a le moindre motif, on ne peut pas voir clairement le problème, on ne peut pas s'en approcher. Et quand on regarde la peur, est-ce que l'on considère qu'elle est différente de soi, comme si on était quelqu'un de l'extérieur qui regarde à l'intérieur, ou comme quelqu'un de l'intérieur qui regarde à l'extérieur? Mais la peur est-elle différente de soi? Bien sûr que non. La colère non plus. Mais l'éducation, la religion nous ont amenés à nous sentir séparés d'elle, de telle sorte que l'on doit la combattre et en finir avec elle. On ne se demande jamais si cette chose que l'on appelle la peur est vraiment séparée de soi. Elle ne l'est pas, et quand on le comprend, on réalise que l'observateur est l'observé. Supposons que l'on soit envieux. On peut penser que l'envie est différente de soi, mais la réalité est que l'on en fait partie. Nous faisons partie de l'envie, comme nous faisons partie de l'avidité, de la colère, de la souffrance et de la douleur. Donc, cette douleur, cette souffrance, cette avidité, cette envie, cette angoisse et cette solitude, c'est soi. On est tout cela. Voyez-en d'abord la logique. C'est ainsi. Et quand on le voit logiquement, est-ce que l'on fabrique une abstraction à partir de ce que l'on a vu, de telle sorte que cela devient une idée, une apparence de réalité? On fabrique une abstraction, une idée, selon laquelle on devrait fuir. Et alors, on agit sur la base de cette idée. Et cela nous empêche d'observer de près ce qu'est la peur. Mais si on n'en fait pas une abstraction et que l'on voit que c'est un fait, alors on l'aborde sans motif. On l'observe comme quelque chose qui n'est pas différent de soi. On comprend l'association. On l'observe comme une partie de soi. On est cela. Il n'y a pas de division entre soi et cela. Ainsi, notre observation est que l'observateur est l'observé. L'observé n'est pas différent de soi. Donc, qu'est-ce que la peur? Approchons-nous-en très près, car on ne peut voir très clairement que si l'on est très près. Qu'est-ce que la peur? Est-ce le temps sous forme d'un mouvement du passé, le présent modifié et qui se poursuit? On est le passé, le présent et également le futur. On est le résultat du passé, 1 millier d'années et plus. On est aussi le présent avec ses impressions, ses conditions sociales actuelles, son climat actuel. On est tout cela, et aussi le futur. On est le passé, modifié dans le présent et poursuivi dans le futur. C'est le temps intérieur. Il y a aussi le temps extérieur, le temps de la montre, le temps du lever et du coucher du soleil, de la succession du matin, de l'après-midi et du soir. Cela prend du temps extérieur d'apprendre une langue, d'apprendre la technique nécessaire pour conduire une voiture, pour devenir un menuisier, un ingénieur ou même un homme politique. Il y a un temps extérieur,
celui qui est nécessaire pour parcourir la distance qui va d'ici à là, et il y a également un temps qui prend la forme de l'espoir, c'est le temps intérieur. On souhaite devenir non-violent, ce qui est absurde. On souhaite obtenir ou éviter la douleur ou la punition. On espère avoir une récompense. Donc, il n'y a pas seulement le temps extérieur, physique, mais il y a aussi le temps intérieur, psychologique. On n'est pas ceci, mais on deviendra cela. Ce qui signifie le temps. Le temps physique est réel, il est là. Il est 11 heures ou midi maintenant. Mais intérieurement, psychologiquement, on a supposé qu'il y avait le temps. C'est-à-dire, je ne suis pas bon, mais je serai bon. Maintenant, on conteste ce temps intérieur, on doute de son utilité. Quand le temps est là, à l'intérieur, il y a la peur. On a un travail, mais on peut le perdre, ce qui est le futur, ce qui est le temps. On a connu la douleur et on espère qu'on ne connaîtra plus jamais une telle douleur. C'est le souvenir de la douleur, et la prolongation de ce souvenir en espérant qu'il n'y aura plus de douleur future. Donc, on se demande si le temps ne fait pas partie de la peur. Le temps intérieur n'est-il pas de la peur? Et la pensée n'est-elle pas un autre facteur de peur? On pense à sa douleur, celle que l'on a ressentie la semaine dernière et qui est maintenant enregistrée dans le cerveau. On pense que cette douleur peut se renouveler demain. Ainsi, la pensée fonctionne et elle dit « J'ai souffert et je souhaite que cela ne se renouvelle pas ». La pensée et le temps font donc partie de la peur. La peur, c'est un souvenir, donc de la pensée, et c'est aussi le temps, le futur. Je suis en sécurité aujourd'hui et je peux ne pas l'être demain. Alors, la peur surgit. Donc, temps plus pensée égale peur. Maintenant, la façon dont vous percevez le mouvement global de la peur est importante. Soit vous le percevez en le niant, ou bien vous le percevez sans la division du moi et de la peur, réalisant que vous êtes la peur, de telle sorte que vous restez avec cette peur. Il y a deux façons de nier la peur, soit en la refusant totalement en disant « je n'ai pas peur », ce qui est absurde, ou en l'annulant, en s'apercevant que l'observateur est l'observé de telle sorte qu'il n'y ait aucune action. Normalement, nous voulons refuser la peur, la refuser dans le sens d'en finir avec elle, de la fuir, de la détruire, de se protéger d'elle. Ce sont toutes des formes de refus. Un tel refus obéit à la peur. Mais il y a une forme totalement différente de refus qui est le commencement d'un nouveau mouvement, dans lequel l'observateur est l'observé. La peur, c'est moi. L'observateur est la peur, donc il ne peut pas agir sur elle. Alors, il y a une sorte de refus totalement différent qui est le début d'un mouvement neuf. Vous êtes-vous rendu compte que lorsque vous obéissez à la peur, vous la renforcez? Et la fuir, la supprimer, l'analyser, en découvrir la cause, c'est lui obéir. Vous essayez de supprimer quelque chose comme si cette chose n'était pas vous. Mais quand vous réalisez que vous êtes cela, et que par conséquent vous ne pouvez rien y faire, alors il y a une non-action et un mouvement complètement différent prend naissance. Le plaisir est-il différent de la peur? Ou la peur est-elle plaisir? Quand vous comprenez la nature du plaisir, qui est aussi temps et pensée, ce sont comme les deux faces d'une même pièce. Dans le passé, vous avez fait l'expérience de quelque chose de très beau, et cela a été enregistré sous forme de mémoire, et vous voulez répéter ce plaisir. De même que vous vous souvenez de la peur d'un événement passé et que vous voulez l'éviter. Ces deux mouvements sont semblables, bien que vous appeliez l'un plaisir et l'autre peur.